on reprend notre travail sur l'explication et la description du droit public. On avait vu le volet du droit international public et maintenant on arrive au droit public national au sein de l'État, pas pour ces rapports entre États. Là, on a donc le droit national public, il se constitue de trois éléments essentiels: le droit constitutionnel, le droit administratif et les finances publiques. Les finances publiques, on a expliqué, j'ai eu l'occasion d'expliquer que vous l'aurez dans un élément séparé, la fiscalité et tout ce qui va avec. Donc là, on s'arrêtera sur le droit constitutionnel et le droit administratif. Les deux organisent l'État. Mais le premier, le droit constitutionnel, il organise les grandes lignes du droit de l'État, les principes fondateurs, les institutions et leur fonctionnement, leurs relations, à savoir le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, en plus du rôle du gouvernement et du chef du gouvernement, et le statut du roi au Maroc et ailleurs dans les républiques, c'est le statut du président. Le droit administratif, lui, il rentre dans les détails. Il organise l'administration et les relations au sein de l'administration, c'est-à-dire les instances, les institutions administratives et les relations entre les fonctionnaires et leur administration et les relations entre l'administration, les fonctionnaires et les administrés. Donc le droit constitutionnel, il fixe les principes de base de l'État en déterminant l'organisation politique administrative, les droits et les obligations de chacun. C'est lui qui répartit les compétences de chaque pouvoir, le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Les deux disciplines donc convergent entre eux pour constituer l'essentiel du droit public. L'un organise l'État, comme on l'a dit, l'autre les relations de l'administration avec toutes les composantes de la société. Le droit constitutionnel, donc, il est l'ensemble de règles juridiques qui organisent les institutions grâce auxquelles le pouvoir s'établit au sein de l'État, s'exerce, comment on le pratique, comment on le met en œuvre, comment on exécute la politique publique, les politiques publiques. Et il se transmet, et il nous explique le droit constitutionnel comment on se transmet le pouvoir. C'est la définition que donne Dalloz. Et c'est la réalité aussi. C'est grâce au droit constitutionnel qu'on sait comment on constitue un gouvernement, comment on constitue le Parlement et comment ces instances travaillent ensemble, quels sont les droits et les devoirs du pouvoir judiciaire, c'est-à-dire les juges et le parquet, le procureur, et il nous dit comment il s'exerce, c'est-à-dire comment le fonctionnement de l'État, comment on fonctionne au sommet de l'État, l'État lui-même. Qu'est-ce qu'il fait le président du gouvernement, qu'est-ce que fait le Parlement, comment la politique s'établit, les projets de loi s'établissent dans un échange entre le gouvernement et le Parlement, et comment on aboutit à la publication de ces lois, comment après on les envoie au gouvernement pour les mettre en œuvre dans la pratique. Ses principes fondamentaux au sein de la Constitution, et c'est pour ça qu'on l'appelle la Constitution. Elle constitue l'État. C'est elle qui nous détermine l'organisation étatique et le rôle de chaque instance au sein de l'État. Donc la charte, c'est la Constitution, c'est la charte sans laquelle il ne peut y avoir un État de droit. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas un État qui n'a pas une Constitution. Ce n'est pas possible. Cette Constitution permet aux gens du pays, comme aux étrangers, de savoir, quand ils arrivent dans un pays, comment les choses se font,
comment il a organisé ce pays, comment l'État est organisé, quels sont les devoirs, et c'est le plus important, les devoirs et les droits des individus au sein de cet État. Donc, c'est très important cet élément. Donc, la Constitution, c'est le texte qui se situe au sommet de la pyramide juridique. Il y a une pyramide, au sommet de cette pyramide, il y a la Constitution, c'est elle qui détermine, trace l'organisation étatique. Elle s'impose à tous. Elle s'impose au roi, au président, au chef du gouvernement, au gouvernement et ses ministres. Elle s'impose au Parlement, elle s'impose au pouvoir judiciaire, elle s'impose toute responsabilité. Il n'y a personne ne peut être en dehors, on ne peut agir en dehors du texte constitutionnel, parce que c'est lui qui donne les grandes lignes. Bien sûr, après, il y a les lois organiques, les lois d'ordre constitutionnel qui détaillent les principes rapportés par la Constitution. Il n'empêche que c'est dans ce corpus juridique que se retrouvent les compétences, la détermination des compétences de chacun et les modalités de fonctionnement de chaque instance. Donc elle s'impose à tous, institutions et individus. Elle institue les symboles d'abord de l'État, de la souveraineté, comme le drapeau, les couleurs du drapeau, les sigles qu'il comporte. Elle définit la nature de l'État. Est-ce que c'est une monarchie? Est-ce que c'est une république? Si c'est une monarchie, quel est le rôle du roi au sein de l'État et quels sont les rôles du Parlement et du gouvernement? Et si c'est une république, elle va nous dire la nature exacte de cette république. Est-ce que c'est un régime présidentiel, c'est-à-dire où le président domine le Parlement, ou est-ce que c'est un système parlementaire, c'est-à-dire c'est le Parlement qui agit, qui désigne le gouvernement à partir de la majorité élue au sein du Parlement. Et donc, c'est le Parlement qui détient une part importante du pouvoir, parce que la différence entre un système présidentiel et un système parlementaire, c'est que dans le système présidentiel, dans un premier temps, s'il y a un conflit entre le président et le Parlement, le président, il peut dissoudre le Parlement. Dans un système parlementaire, c'est le Parlement qui peut bloquer, qui peut empêcher son gouvernement de travailler ou le pousser à la démission en refusant de voter ces lois, tout simplement. Donc c'est tout l'enjeu. Tout ça, c'est la Constitution qui nous le spécifie. Donc la Constitution fixe après les modalités de l'exercice du pouvoir et sa transmission, comment à la fin d'un mandat d'un gouvernement, des parlementaires, on passe à des élections pour désigner une autre majorité et comment émerge le gouvernement de cette majorité. Et l'on délimite après, au fur et à mesure, les pouvoirs et les responsabilités qui leur sont attachés. Chaque instance, chaque individu, chaque fonction. Bien sûr, une constitution, il ne suffit pas de dire que j'ai une constitution. Comme je l'ai dit, il n'y a pas d'État qui n'a pas une constitution. Mais après, pour savoir la validité de cette constitution, il faut voir ce qu'il y a dedans et en détail. Chaque constitution doit à tout prix avoir ou écrire, préciser des garanties constitutionnelles pour les individus et pour l'État en ensemble. C'est-à-dire il y a des garanties qui empêchent le totalitarisme, la dictature. Donc il y a des principes fondamentaux à partir desquels on sait où est-ce qu'on est quand on voit la constitution d'un pays, où est-ce qu'on est dans un pays totalitaire, ou un pays démocratique, un État de droit ou un État bananier comme on dit souvent. Parce qu'il ne suffit pas de dire, et on l'a vu, on a eu l'occasion, vous avez eu l'occasion de voir, avec rien que dans les informations et votre culture générale, qu'il y a des États qui s'appellent le Congo démocratique, la République démocratique du Congo. Ça, c'est une appellation écrite par les autorités, par le responsable, par les responsables. C'est pas vérifié, c'est-à-dire il faut chercher à vérifier dans la Constitution ce qu'il en est de cette démocratie. Il ne suffit pas de le dire ou de le nommer.
la Libye de Kadhafi, ça s'appelait la République démocratique et populaire. On a vu qu'il y avait des doutes sur la démocratie et sur la popularité du système. En Algérie, c'est pareil. C'est une république démocratique et populaire. Il faut voir ce qui se passe pour voir que ça n'a rien à voir, que ce n'est pas l'appellation qui compte. C'est les garanties qui existent dans la Constitution qui organisent l'État. C'est elles qui nous permettent de savoir si on est dans un pays démocratique ou pas. Vous remarquez la Hollande, la Grande-Bretagne, la France, les États-Unis, la Belgique, ce n'est pas écrit, on ne dit pas la République démocratique française, la République démocratique hollandaise. On n'en a pas besoin. Il faut voir dans la Constitution pour savoir que c'est un État démocratique. Mais là où il y a la dénomination, il y a le terme démocratie, ça ne veut rien dire dans l'appellation. Ce n'est qu'une appellation. C'est comme un produit, un objet de commerce. Et l'État république ou la République démocratique, il faut voir le texte, les garanties dans le texte. Donc c'est la première garantie dans un État de droit. Et la Constitution elle-même, le fait d'avoir une Constitution, après il faut voir ce qu'il y a dans la Constitution. Et pour qu'elle soit crédible, donc toute Constitution doit comporter au-delà de la volonté des hommes et de leurs promesses. C'est-à-dire quelqu'un qui fait, ou un chef ou une majorité qui détermine, il dit on va fonder un État démocratique et on va appeler même la République démocratique. Ben, peut-être qu'il y a de la bonne intention ou plus tard il y a de la mauvaise intention. C'est pas ça. C'est-à-dire ça n'a pas de sens, ça n'a pas de signification réelle tant que ça ne se traduit pas dans les faits. Et les faits, c'est dans la Constitution. Donc il faut qu'il y ait des garanties politiques et juridiques bien déterminées pour dire d'un État qu'il est démocratique. Les garanties politiques que doit avoir un État, elles se rapportent à l'instauration d'un équilibre institutionnel entre les principaux pouvoirs étatiques. À savoir, comme on l'a dit, on a eu l'occasion de dire, c'est les fondamentaux dans un État, c'est le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Ben, tant qu'il y a un équilibre entre ces pouvoirs, de façon à ce qu'ils agissent l'un envers l'autre comme un contre-pouvoir, chacun contrôle l'autre, ce que fait l'autre, et chacun il a besoin de l'accord des autres. À ce moment-là, on est dans, c'est-à-dire que c'est un premier élément de l'État démocratique. Et donc, il faut qu'il y ait une séparation, de façon à ce que l'un n'intervienne pas dans le domaine de l'autre. Et cette autonomie, cette indépendance de chacun qui permet de se contrôler les uns les autres, et c'est ce qui constitue une démocratie. Si le ministre de la Justice, par exemple, peut prendre son téléphone et appeler un préfet, un procureur ou un juge, lui impose sa décision, ce qu'il doit dire dans un jugement, ben on n'est plus dans une république démocratique ou dans un État démocratique. On est dans un État bananier. Non, il faut qu'il y ait une séparation stricte de façon à ce que le ministre de la Justice, par exemple, ou dans notre exemple, s'occupe de l'organisation, des moyens d'action de la justice, de son ministère. Mais il ne s'occupe pas du contenu des jugements des juges, parce qu'il n'a pas d'autorité sur les juges. Si on prend l'exemple du Maroc, les juges ils sont nommés par Daher royal. Et donc, ils sont en dehors du contrôle des ministres. Il ne peut rien faire contre un juge, le ministre de la Justice. C'est ça ce qu'on appellerait la séparation du pouvoir. Il y a un ministre de la Justice, et bien il ne peut pas prendre son téléphone et dire à tel juge ou tel juge, vous devez faire ceci ou vous devez faire cela. D'autant plus que, parce qu'il est nommé par Daher, il n'obéit pas, il n'est pas obligé d'obéir. Et le ministre ne peut pas le sanctionner. Parce que le développement de la carrière du juge et les sanctions quand il faut sanctionner un juge
se font à l'intérieur même du ministère de la Justice, c'est-à-dire que ce sont ses pairs, les juges, ils ont une organisation interne qui, dans le conseil de la magistrature, soit au niveau régional, soit au niveau local, soit au niveau national, qui déterminent, qui disent ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent prononcer comme loi contre un confrère. Et donc, ce n'est pas le ministre. Bien sûr, vous allez, c'est-à-dire souvent on dit, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas un problème d'institution. C'est un problème d'individu. Si vous me suivez. C'est-à-dire, c'est l'homme lui-même ou la femme qui est mis en cause. Ce n'est pas le système. Le juge, il a toute l'autonomie requise. On lui a donné le pouvoir et l'autonomie d'agir. Donc, s'il écoute quelqu'un d'autre, s'il écoute le ministre ou s'il écoute un autre ministre ou quelque personnalité ou l'ouali ou le gouverneur, c'est lui le problème en tant qu'individu, ce n'est pas l'institution. Bien sûr, aussi il y a le problème du procureur, c'est-à-dire le représentant de l'État au sein du gouvernement, au sein des tribunaux, pardon. Celui-là, avoir une indépendance, c'est-à-dire c'est souhaitable, mais ce n'est pas acquis pour le moment. D'autant plus que dans même les pays développés, un pays comme la France, ça reste un sujet de débat. Parce que les procureurs ne sont pas tout à fait autonomes par rapport au ministère. Il n'empêche qu'il a un pouvoir, c'est-à-dire qu'il n'a pas un pouvoir d'agir sur les juges. Il peut à la rigueur nommer un juge au lieu de nommer un autre dans une affaire, mais il ne peut pas faire pression sur le juge. Donc l'autonomie, elle est là, mais l'autonomie totale, l'indépendance totale, elle n'est pas tout à fait acquise dans les pays les plus démocratiques. Il n'empêche, comme je l'ai dit, que c'est les garanties données au juge qui importent le plus. Et donc, il y a d'abord cette séparation des pouvoirs, le but étant de créer les conditions qui permettent à chaque pouvoir de jouer un rôle de contre-pouvoir vis-à-vis des autres, et la consécration ensuite des libertés publiques et des droits de l'homme dans la Constitution. Autrement dit, il faut que dans la Constitution, elle garantit les libertés publiques, c'est-à-dire le droit d'expression, le droit de penser et d'agir librement, sans que, comme on l'avait dit au départ, c'est-à-dire cette couronne qui garantit l'autonomie de l'individu au sein de la société. Il a des droits inaliénables, c'est-à-dire des droits qui ne tombent pas, imprescriptibles, le droit de penser et d'agir à sa guise, dans le respect de la loi, bien sûr. Et tant qu'il y a cette consécration des libertés publiques, la liberté de manifester quand on n'est pas d'accord, la liberté de s'exprimer de plusieurs façons, de toutes les façons possibles, et les garanties vis-à-vis de l'État et de l'administration, à savoir qu'on doit respecter cette liberté des individus et donner les moyens à l'individu de se défendre quand on porte atteinte à ses libertés. Il ne suffit pas de les dire, de les écrire. Non, il faut qu'il y ait des garanties, ça veut dire qu'il y a des tribunaux qui peuvent juger l'État, qui peuvent juger l'administration, qui peuvent juger un responsable et le condamner s'il porte atteinte à ses libertés. C'est ça les garanties. Comme on dit, vous êtes libre d'agir, je ne l'écris pas seulement. Non, je vous donne les moyens de vous défendre. Les garanties, donc c'est ça, quand on arrive à cette défense, on arrive aux garanties juridiques. Celles-ci permettent de traduire dans les faits la séparation des pouvoirs ainsi que la formulation des libertés publiques. Or, il a été précisé que la sanction est un élément déterminant dans la définition des droits. En conséquence de quoi, il est juste de dire que les voies de recours possibles, c'est-à-dire les possibilités d'aller en justice face à l'État, face à l'administration, face à tout responsable, c'est elle qui constitue les garanties juridiques. Donc, si on prend, c'est-à-dire un système précis, au Maroc comme en France, comme aux États-Unis, les États-Unis et la Grande-Bretagne,
Ils ne sont pas cette séparation de droit public et droit privé. Mais ceux qui ont cette séparation, cette garantie-là, c'est-à-dire on va la trouver au sein du droit constitutionnel, c'est le Conseil constitutionnel qui permet de contrôler ce que fait le gouvernement, ce que fait le Parlement, de façon à ce qu'il ne développe rien, ne publie rien qui ne se respecte pas la Constitution, les droits garantis par la Constitution. Toute loi, tout projet de loi, tout projet important passe par le Conseil constitutionnel. C'est lui qui va dire que est-ce que ce texte, est-ce que cette politique voulue par ce texte respecte les droits des individus et leur liberté ou pas. Et chaque fois qu'il constate, les juristes du Conseil constitutionnel constatent qu'il y a quelque chose qui touche, qui porte atteinte aux droits des individus et leur liberté, il la censure et il renvoie la copie au gouvernement, au Parlement pour changer les éléments. Et on peut même aller en justice, c'est-à-dire dans certains États en Europe, on peut même aller en justice devant le Conseil constitutionnel pour faire annuler une décision qui est passée inaperçue. Chose rare devant le Conseil constitutionnel quand il a exercé le contrôle préalable, c'est-à-dire avant que la loi ne soit promulguée, le Conseil constitutionnel la contrôle. Mais il se peut que c'est après qu'on découvre qu'elle porte atteinte d'une façon indirecte ou d'une façon directe à des droits ou des libertés individuelles, des individus. Donc après, il y a cet élément. En conséquence 3, il est juste de dire que les voies de recours possibles contre l'inobservation des règles à tous les niveaux de l'organisation étatique rachèvent les attributs d'un État démocratique. Donc ce sont les éléments juridiques qui garantissent aux individus cette sécurité. L'organisation donc de la Constitution se fait d'une façon pyramidale. On appelle ça la hiérarchie des normes. C'est la Constitution qui va nous dire ce qui est le plus important en premier, ce qui vient après ensuite. Il y a une organisation pyramidale. Par exemple, dans les États modernes, la liberté, le principe de liberté est fondateur. C'est de lui que découlent tous les principes, comme on a eu l'occasion de le voir dans au début du deuxième cours, je crois. Donc il faut souligner d'abord que toute règle inscrite dans la Constitution acquiert une valeur constitutionnelle, et quand elle acquiert une valeur constitutionnelle, ça y est, elle s'impose à tous. Elle s'impose donc aux individus, mais même aux règles de droit existantes, le droit normal, le droit du législateur et à la réglementation. Donc déjà, on a donc cette pyramide, il y a la Constitution, les règles constitutionnelles et les lois, les textes de valeur constitutionnelle, c'est-à-dire qu'après la Constitution, on a édicté, sorti des lois qui sont assez importantes, des lois d'ordre organique ou constitutionnel qui sont assez importantes, qui ont une valeur constitutionnelle. Ils viennent en premier, viennent après seulement les lois organiques et les lois ordinaires. La différence, c'est que dans les lois constitutionnelles, quand elles ne viennent pas après un référendum, il faudra réunir les deux chambres, c'est-à-dire dans un État, il y a le Parlement et le Sénat. Au Maroc, on a le Parlement et le Conseil ou les conseillers. En France, c'est pareil, l'Assemblée nationale et le Sénat. Ben, on réunit tout ce joli monde dans une seule salle pour édicter, pour discuter des lois organiques, et on vote souvent à une majorité de 2 tiers. Pour avoir la majorité de 2 tiers, c'est-à-dire parce qu'on va changer quelque chose, on va émettre quelque chose d'important qui peut changer quelquefois la nature de l'État. Et donc, pour avoir la majorité des 2 tiers, c'est une garantie d'abord pour la stabilité de l'État. Il ne suffit pas qu'au sein du Parlement, il y a 50% plus 1 pour changer l'État lui-même. Non, c'est trop dangereux. Donc, pour faire la politique ordinaire, pour les engagements des élections et tout ça, un gouvernement il peut faire passer ses lois ordinaires,
pour la mise en œuvre de sa politique, mais il ne peut pas toucher aux institutions, sauf s'il regroupe tout ce joli monde, soit par le référendum, soit par la réunion des assemblées, des deux chambres, et le vote se fait aux 2 tiers, donc on a rarement cette majorité. Donc il faut vraiment qu'il y ait un besoin de changement, que les gens, l'opinion publique, soient prête et réclament ce changement. Et de ce fait, les élus peuvent suivre la proposition de changer ou d'édicter une nouvelle loi constitutionnelle. Comme je l'ai dit sur la loi organique, c'est les lois qui mettent en œuvre les principes constitutionnels. Donc les lois organiques, c'est les lois qui organisent par exemple le Parlement, le fonctionnement du Parlement. Parce que la Constitution, c'est un texte limité. Il ne peut pas rentrer dans les détails. Et donc s'ils disent qu'il en est du Parlement, son fonctionnement, mais il laissera à une loi organique pour rentrer dans les détails de l'organisation du Parlement, le fonctionnement du Parlement. Et à ce moment, c'est pareil. Même aussi, on n'a pas besoin des 2 assemblées. Là, au sein du Parlement, il faudra les 2 tiers pour changer quelque chose à ce texte. Donc il y a les lois organiques d'abord. Les lois de finances aussi, c'est tellement important, c'est quelque chose d'important, qu'il faudra les 2 tiers souvent, une majorité qualifiée, ce qu'on appelle une majorité qualifiée, pour sortir la loi de finances. Sinon, ça risque de poser problème. Et donc la loi organique vient après seulement les lois ordinaires. Les lois ordinaires, c'est les lois avec lesquelles fonctionne le Parlement et le gouvernement en commun accord. L'un établit les règles et les principes de la politique projetée et l'autre, il la met en œuvre. Il la met en œuvre comment? Par des décrets et des arrêtés. Autrement dit, c'est le pouvoir exécutif. Et qu'est-ce qui fonctionne avec quoi? Avec des moyens réglementaires, c'est-à-dire les règlements qui mettent en œuvre, en pratique, la politique ordinaire, les lois ordinaires. Et donc, dans la hiérarchie des normes, on va trouver les lois, les principes, les lois constitutionnelles, d'ordre constitutionnel, la Constitution, les principes et les lois d'ordre constitutionnel, les lois organiques, et après les lois ordinaires, et après les règlements. Et dans les règlements, on va trouver les décrets, c'est-à-dire le moyen de travail du chef du gouvernement, d'un Premier ministre, et les arrêtés de décision dont bénéficient et les ministres, et tout l'enchaînement, toute la chaîne après qui suit le ministre vers les subordonnés au sein de chaque administration. Et comme je l'ai dit, c'est-à-dire, quelquefois, le plus important, c'est que dans la hiérarchie déjà dans la Constitution, c'est-à-dire, quand on dit le principe 1, le principe 2, l'article 1, l'article 2 et l'article 3, ben, là, on découvre déjà l'importance. C'est-à-dire, dès qu'on jette un coup d'œil à la Constitution, par l'article 1, on va savoir ce qui est le plus important pour cette Constitution. L'article 2, c'est quelque chose d'aussi important, mais elle vient après le premier. Et l'article 3, ben, il est aussi important, mais il vient après le principe de l'article 1 et le principe de l'article 2. Et donc là aussi, on retrouve la chaîne pyramidale. Le premier, le deuxième, le troisième, et ainsi de suite. Et quelquefois, le changement, c'est-à-dire quand il y a un changement constitutionnel, le changement des titres révèle un changement de système. Révèle un changement du système. On passe d'un système, par exemple, parlementaire à un système présidentiel. On passe d'une monarchie absolutiste, par exemple, à une monarchie constitutionnelle et parlementaire, parce qu'elle commence, elle diminue, c'est-à-dire on diminue dans la Constitution le rôle du roi ou de la reine pour donner de l'importance au Parlement ou au chef du gouvernement, et ainsi on voit qu'il y a un mouvement, un changement dès l'organisation, la hiérarchie des termes déjà, l'article 1, l'article 2, l'article 3, on va voir un exemple. Donc ainsi quand la Constitution française de 58 se réfère dans son préambule, son introduction à la déclaration de la Révolution de 1789, c'est une déclaration politique qui était en dehors
des textes constitutionnels en France. Mais une fois qu'elle fait référence, en 1958, la Constitution fait référence à ce texte politique, il acquiert une valeur constitutionnelle. Donc cette dernière cesse d'être un texte politique, il devient un texte juridique obligeant la Nouvelle République. C'est-à-dire à respecter ce qui vient dans ce texte, cette déclaration de la Révolution, elle est mise à jour dans une valeur nouvelle, elle devient un texte constitutionnel, elle fait partie de la Constitution. Alors qu'avant, c'était juste un texte politique auquel on se réfère, mais le juge, ça ne le regardait pas trop. Quand ça devient un texte constitutionnel, le juge il va prendre en considération ce texte dans tout ce qu'il va étudier comme problème de droit au sein de l'État. Donc elle devient un texte juridique obligeant la Nouvelle République parce qu'il a acquis une autorité constitutionnelle et de ce fait, il a intégré le droit positif comme valeur suprême du pays. Ensuite, la Constitution met en ordre la hiérarchie et l'autorité des institutions et des normes juridiques dans son texte, c'est-à-dire l'ordre des titres établi en soi, comme je l'ai expliqué, un ordonnancement. Pour l'exemple, quand les dispositions régissant le Parlement en France passent du titre 2 dans la Constitution de 1946 au titre 4 dans la Constitution de 1958, c'est-à-dire que le Parlement il a perdu de son importance. Il était dans le titre 2 en 1946. Il devient dans le titre 4 dans la Constitution de 1958. Donc il a perdu sa valeur, Et qu'est-ce qu'il y a eu en échange de cette dégradation, façon de parler, entre guillemets, du rôle du Parlement? Les dispositions consacrées au président de la République sont classées au titre 2 en 1958 au lieu du titre 5 en 1946. C'est-à-dire que le président il a pris de la valeur au niveau de la Constitution par rapport au Parlement. Et ça veut dire aussi qu'on a changé d'une façon importante l'organisation, la nature de l'État. On était dans un système parlementaire puisque le titre 2 s'occupait du Parlement. On est devenu, et le président, il était le titre 4. C'est-à-dire, après qu'on a discuté du Parlement, du rôle du Parlement, on parle du président. Là, on parle d'abord du président dans le titre 2 et hop, le Parlement, il est dégradé, rétrogradé, pardon, dans la hiérarchie. Ça veut dire, c'est-à-dire d'une façon explicite, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'on est passé d'un système parlementaire où le Parlement acquiert à plus d'importance puisque c'est lui qui nomme le Premier ministre, le Président ou le Premier ministre, à un système présidentiel, c'est-à-dire que le Président il est devenu autonome, il est désigné par le suffrage universel et donc c'est lui qui s'impose au Parlement. Ça ne veut pas dire que c'est la démocratie, c'est la dictature, non. Seulement, il a la possibilité, quand il a sa majorité, de travailler avec le Parlement, mais il a le droit aussi, si le Parlement résiste à sa politique, de dissoudre le Parlement et de refaire des élections. Et c'est là où je dis que ce n'est pas une dictature, c'est-à-dire qu'il ne peut pas jouer à ce jeu tout le temps. Les lois organisent cette possibilité, cette compétence qu'a le président, qui acquiert le président après 1958. De dissoudre le Parlement, d'organiser de nouvelles élections. Donc c'est ce qui donne l'importance et rend le président plus important. Alors que dans un système parlementaire, comme l'Italie, par exemple, c'est le Parlement qui détermine la compétence du Premier ministre. Autrement dit, si le Parlement vote les lois, les projets du gouvernement, le gouvernement fait son boulot. Si le Parlement refuse de voter, c'est le gouvernement qui démissionne et son chef. Dans un système présidentiel, c'est l'inverse.
si le Parlement résiste au président, ben le président il peut dissoudre le Parlement et appeler de nouvelles élections. Seulement s'il a une nouvelle majorité qui diverge avec lui sur la politique à mener, c'est autre chose. On ne peut pas s'amuser à dissoudre le Parlement à chaque fois. Mais chacun, donc avant même de dissoudre, avoir à dissoudre le Parlement, les parlementaires, ils le savent, donc ils prennent en considération. Et ça les incite à discuter, à négocier avec le président, au lieu de faire comme en Italie, un coup d'État politique gentil. On refuse de voter le budget, et ça y est, le gouvernement s'en va, et on désigne un autre gouvernement. Et c'est pour ça que d'ailleurs, souvent, on appelle ça la valse des gouvernements, parce que c'est les parlementaires, du jour au lendemain, ils font tomber un gouvernement, et hop, il faut chercher un autre gouvernement, et ainsi de suite. Ça prend des mois de négociation, et à peine quelques mois, et hop, on peut faire changer. Donc il y a une instabilité politique. Pour échapper à cette instabilité, justement, que De Gaulle, en France, à laquelle, c'est-à-dire, il reprochait la défaite et l'archaïsme du système français, il lui reprochait de la défaite vis-à-vis de l'Allemagne et le rôle moindre de la France dans la Deuxième Guerre mondiale, de moindre importance. Donc il a voulu créer un État fort et pour ça il a donné de l'importance au président d'une façon qui s'apparente au système américain où le système est aussi présidentiel. Là on n'a pas, c'est-à-dire en France c'est un système souple, aux États-Unis c'est un système dur, c'est-à-dire que le gouvernement ne peut pas, le président ne peut pas dissoudre le Parlement ou le Sénat. Mais il peut pas non plus, les autres, ils ne peuvent pas non plus le démettre de ses fonctions, sauf cas grave. Et de ce fait, il peut résister au Parlement, au Sénat, même si les autres aussi ont le moyen de lui résister. Et donc, c'est un système présidentiel dur, donc, pas comme le système français qui est souple. Il a le droit du président de dissoudre le Parlement, mais il ne peut pas le faire avant un certain temps. Et on ne peut pas se permettre, c'est-à-dire un homme qui fait ça deux fois, rien que deux fois, ça fait ridicule. Normalement, comme l'ont fait d'autres des présidents, quand il dissout le Parlement, s'il a une nouvelle majorité qui lui est hostile, ben, il se confine dans un rôle symbolique et laisse la majorité qui émane de ce Parlement faire la politique, qui sied à la majorité. Donc la Constitution, les dispositions qui régissent le Parlement dans la Constitution de 1946 sont au titre 2, et celles qui régissent le président sont dans le titre 5. En 1958, c'est l'inverse. C'est le Parlement, il est devenu dans le titre 4, et le président, il est devenu au titre 2. Donc ça reflète le changement du système. Ces dispositions donc mettaient fin à un régime parlementaire au profit d'un régime présidentiel où le rôle du président, issu désormais du suffrage universel, est renforcé face au Parlement, sachant que dans un régime parlementaire, le pouvoir législatif est prédominant. Et dans un régime politique présidentiel, c'est le pouvoir exécutif, incarné par le président de la République, qui prédomine. Au niveau des règles juridiques elles-mêmes, les lois organiques, comme on l'a expliqué, qui sont consacrées à l'organisation détaillée des institutions ont une valeur constitutionnelle. Leurs procédures d'adoption et de révision sont plus contraignantes que celles des lois ordinaires. De ce fait, elles s'imposent aux lois ordinaires. On ne peut pas édicter une loi ordinaire qui contredit une loi organique. Impossible. C'est toujours la plus haute qui s'impose à l'inférieur. Comme on ne peut pas, le gouvernement ne peut pas mettre un décret, un texte réglementaire, un décret ou une décision qui contredit une loi ordinaire. Ben c'est pareil, une loi ordinaire ne peut pas contredire une loi organique. Et les lois organiques doivent être dans le respect de la Constitution. Évidemment, nous avons évoqué ici les principes de base, mais chaque principe peut comporter des dérogations, des exceptions. Dans ces cas, la définition substantielle et la définition formelle ou organique deviennent très importantes pour la distinction entre les règles et leur nature.
le Conseil constitutionnel, comme je l'ai précisé, veille au respect des règles et des formes et de procédures ici. Il est le garant de l'état de droit à ce niveau. C'est lui qui veille au bon comportement et à la bonne marche et le respect de ces règles et de la hiérarchie de ces règles. La hiérarchie de ces règles. Vient ensuite le droit administratif. Le droit administratif, le droit constitutionnel, en fait, il s'arrête, comme je l'ai dit, dans l'organisation des principes et l'énonciation des principes fondamentaux au sein de l'État. Mais le droit administratif, lui, se préoccupe de l'administration et donc de la mise en œuvre de l'exécution de la politique. Il ne parle pas, dans le pouvoir exécutif, il ne produit pas de règles de droit au sens propre, c'est-à-dire des lois. Il peut proposer des projets de loi au Parlement, et c'est lui, le Parlement, qui les vote. Mais lui, pour les mettre en œuvre dans la pratique, il doit sortir, il doit publier, c'est-à-dire qu'il fonctionne avec les décrets et les décisions et arrêtés. Les décrets, les décisions et les arrêtés. Ben, c'est ça le domaine du droit administratif. Le droit constitutionnel pose les principes fondamentaux, la séparation des pouvoirs, les droits et devoirs de chacun, le fonctionnement et l'interaction entre les pouvoirs, et on arrive, il s'arrête là, et on arrive au gouvernement. Les mises en œuvre de la politique au quotidien, ben, c'est les moyens d'action, le fonctionnement du gouvernement, les moyens d'action du gouvernement qui se rapportent au droit administratif. C'est le droit administratif aussi qui organise le Conseil du gouvernement, le fonctionnement du Conseil du gouvernement, comment il édicte ces lois et qu'est-ce qu'il doit respecter, pardon, pas ces lois, ces règlements, et qu'est-ce qu'il doit respecter comme forme et procédure dans la publication, la mise en œuvre de sa politique. Donc là, le droit administratif, il commence par le commencement, il organise l'administration. Qu'est-ce que c'est l'administration? Quel est le rôle du chef du gouvernement? Quel est le rôle des ministres au sein du Conseil du gouvernement quand ils se réunissent et dans chaque ministère? Qu'est-ce qu'il y a comme organisation subalterne, c'est-à-dire qui suit cette organisation au sommet de cette pyramide? C'est une autre pyramide. On avait vu la pyramide du droit constitutionnel. À l'intérieur, c'est un sous-système dans le système, c'est l'administration. Et ça commence par le chef du gouvernement, on ne parle plus du Parlement. Et le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, on est dans le pouvoir exécutif, donc dans l'administration, la mise en œuvre de la politique déjà établie par le Parlement et avec le Parlement. Donc le droit administratif est constitué de l'ensemble des textes juridiques qui régissent l'administration, son fonctionnement, ses rapports avec ses partenaires et ses relations avec les administrés, que sont les citoyens. Donc le droit administratif organise l'administration, son fonctionnement, ses fonctionnaires et leur rôle et les relations entre les individus en tant que fonctionnaires, entre les institutions au sein de l'administration, entre l'université, les facultés, l'université et le ministère de l'enseignement, entre la municipalité, le conseil municipal et ainsi de suite. Et il organise les relations entre les individus, les administrés et l'administration. Vous voyez, il englobe tout ce qui se rapporte à l'administration. Il régit donc la fonction publique, les services publics, les collectivités locales. Il dessine l'organisation administrative, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est l'administration centrale? C'est lui qui va nous dire ce que c'est. Qu'est-ce qui relève de cette administration centrale? Qu'est-ce que c'est une administration décentralisée? Qu'est-ce qui relève de cette administration décentralisée? Et les lois, avec le Parlement, viennent
définir cette organisation. Lui, il nous donne le fonctionnement pratique du droit administratif, sachant que les lois, ils ont posé les principes. Et donc, il trace la hiérarchie et répartit les compétences et instaure la responsabilité de tout et chacun. C'est le droit administratif. En donnant à chacun, dans l'administration, et dans les administrations, dans les institutions, un rôle et son rôle, en précisant son rôle et ses compétences, il établit la responsabilité. À savoir que quand il y a quelque chose qui cloche, quand il y a quelque chose qui ne marche pas, quand il y a un problème, on sait qui est responsable. On précise les fonctions et les compétences de chacun, comme ça on sait qui est responsable. Dans une mauvaise prise de décision ou dans l'indécision, c'est-à-dire parce qu'on aurait dû décider, on n'a pas décidé, on a décidé, on a mal décidé, donc on sait qui est responsable. Et donc c'est le droit administratif qui établit la responsabilité. Qui est responsable? Qui doit rendre compte du manquement et du vide quelquefois. Ce droit donc visait au départ à protéger l'État moderne naissant. C'est-à-dire qu'avec la constitution de l'État moderne, il fallait une administration nouvelle qui dépasse l'administration ancienne, qui marchait sur les privilèges. Ici, on est supposé marcher avec les compétences. C'était parti avec l'Allemagne surtout, qui avait pris de l'avance là-dessus, qui va créer la fonction publique. Autrement dit, on va dire qu'on va créer des postes, des statuts avec des individus qui vont se consacrer à l'État. Qui vont se consacrer à l'État, ils n'auront pas d'autres soucis que de leur fonction au sein de l'administration. Parce qu'auparavant, c'était la féodalité, c'est-à-dire que l'individu responsable, il a acheté son poste et donc il doit en tirer profit et seulement faire quelque chose pour les autres. Avec les Allemands, ça, on va développer la notion de la fonction publique, c'est-à-dire que l'individu n'aura plus à s'occuper. D'abord, on recrute les individus non pas à cause des titres sociaux ou politiques, mais à cause de grâce à leurs compétences dans la gestion et l'administration, et même en politique. Et après, on leur donne un salaire pour qu'ils soient autonomes, indépendants, et pour qu'ils se préoccupent seulement de leurs fonctions, de leurs compétences. Donc, le droit administratif s'est développé ainsi, avec la fonction publique. Donc, l'État, en tant que représentant de la chose publique et de l'intérêt général, parce que c'est les éléments importants dans le droit administratif, c'est l'intérêt général, salih al-am. Tout ce qui se rapporte à l'intérêt général est conditionné, est organisé par le droit administratif, est garanti par le droit administratif. Tout manquement à l'intérêt général, c'est le juge administratif qui intervient pour remettre les situations dans leur droit. En fait, la construction de l'État moderne achevée, les juges ont tenu à obliger l'administration à respecter les intérêts des particuliers. C'est-à-dire qu'au départ, dans la nouvelle administration, le juge imposait, aidait l'administration à s'imposer au ancien système. Parce que le système ancien est dépassé, mais il y a de la résistance. Les individus, les groupes organisés résistent. Et donc, le juge, il va aider par la développer, parce que le droit administratif, il a été développé par les juges, ce qu'on appelle la jurisprudence, l'ijtihad al-qada'i. Donc, pour aider l'État à s'imposer. Et après, quand il s'aperçoit que l'État est devenu trop fort, puissant, il a le monopole de la puissance, ce qu'on appelle les prérogatives de puissance publique, ben, il va retourner, changer son fusil d'épaule pour protéger les individus contre l'État. Et l'utilisation de prérogatives de puissance publique. L'État, les prérogatives de puissance publique, c'est l'utilisation de la force. Le juge, il va dire que seul l'intérêt général, salih al-am, justifiera l'utilisation de la puissance publique, des prérogatives de puissance publique. Si l'intérêt général n'est pas en jeu, l'État n'a pas, l'administration n'a pas le droit d'utiliser
les prérogatives de puissance publique. Donc c'est tout l'enjeu du droit administratif. Et donc le juge ici est celui du tribunal administratif. Remarquez donc dans cette organisation. Il y a le droit constitutionnel, il y a le juge constitutionnel, il y a le droit administratif, il y a le juge administratif. Le seul compétent pour départager l'administration et ses fonctionnaires, parce que les problèmes ils peuvent être à l'intérieur de l'administration, l'administration et les administrés, c'est-à-dire les individus qui viennent vers l'administration pour des raisons, pour des besoins matériels ou immatériels, essentiels, ils ont besoin de l'administration. L'administration doit leur donner des réponses. Ben, le juge, il veille sur les droits des uns et des autres, et les devoirs des uns et des autres. Donc celle-ci et ses partenaires, l'administration et les gens, les organisations avec lesquelles elle travaille, soit des entreprises privées, soit des entreprises publiques, les établissements publics, tout ce qui se rapporte, tout ce qui tourne, tout ce qui travaille sur l'intérêt général. L'intérêt général, c'est la santé publique, c'est la sécurité, c'est l'enseignement, c'est tout ce qui se rapporte à tous. L'eau potable, c'est l'électricité, la téléphonie, tout ça rentre dans l'intérêt général. Et donc, tout ça doit être, l'État doit avoir l'œil sur ce qui se fait à ce niveau. Et donc, donne, voilà, formuler le droit administratif pour veiller sur l'intérêt général à tous ces niveaux-là. Donc chaque fois qu'elle agit en tant que telle, c'est-à-dire que l'État, l'administration intervient en tant que représentant de l'État, du pouvoir politique et détentrice des prérogatives de puissance publique, détentrice de la violence, la police, l'armée. Elle peut les utiliser, donc elle les a, mais elle ne peut, comme j'ai dit, ne les utiliser que dans l'intérêt général. Dans le salih, un ministre, un chef du gouvernement, un président de conseil régional ou provincial ne peut en aucun cas utiliser ce pouvoir à des fins personnelles. C'est celui qui le fait. Il est en dehors du droit administratif, c'est-à-dire le fonctionnaire, le responsable, l'élu, qui utilise son pouvoir, son autorité à des fins personnelles, n'est plus couvert par le droit administratif. Il va avoir le juge de droit commun, le juge de droit pénal. Ce n'est pas le droit administratif. Le droit administratif protège l'administration et les fonctionnaires et protège les individus. Tant qu'on reste attaché à l'intérêt général, et dès qu'on sort de l'intérêt général, l'utilisation de ces prérogatives de puissance publique dans de compétences, dans l'intérêt particulier, on est hors la loi. On est en dehors. Le juge administratif, le droit administratif ne protège pas le fonctionnaire, ni l'administration. Non. Quand la faute est simple, il peut la condamner à réparer l'erreur. Quand la faute est grave, à ce moment-là, il y a des conditions dans lesquelles le juge peut intervenir. Et si c'est trop grave, le juge administratif renonce. Il dit que c'est une voie de fait. On appelle ça une voie de fait. C'est-à-dire que le fonctionnaire, l'administration, il a commis un crime, un délit, quelque chose de grave. Donc c'est le juge pénal qui s'en occupe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fonctionnaire est jugé, le ministre, le responsable, le président, il est jugé comme un bandit, comme n'importe qui, c'est tout le monde. On note le statut qui le protège, parce que le statut le protège tant qu'il travaille pour tout le monde, pour l'intérêt général. Et s'il travaille pour lui, pour ses amis ou pour ses copains, ça y est, on lui retire la protection du droit administratif et hop, on le remet au juge pénal. Donc après ce principe, l'organisation, le droit administratif, nous trace l'organisation administrative. Et l'organisation administrative, elle fonctionne ou elle est établie sur deux systèmes. Chacun, elle a une variante. On a d'abord ce qu'on appelle l'administration centrale, Idara al-Markaziyya. Ça, c'est la capitale, le gouvernement, qui a une compétence générale. Il agit sur tout le pays, ici et ailleurs. Après, on s'est aperçu qu'un ministre
ne peut pas gérer son ministère au niveau de tout un territoire. Le développement de la vie économique et sociale fait que chaque ministère, il a des milliers de fonctionnaires sous ses ordres. Si on prend l'exemple du Maroc, un ministre, qu'est-ce qu'il peut faire? Et agir au niveau de Oujda, de Tiznit, de Tanja et de Agadir, et dans le Dakhla, et revenir à Ouazzane et à partir à Ifran. Impossible. Mais la centralisation, quand un État est nouveau, elle en a besoin. Même la France, après la Révolution, on parle d'un État jacobin, c'est-à-dire centralisé. Tout va de la capitale parce qu'on ne fait pas confiance aux régions. On ne fait pas confiance à la population. Parce qu'elle résiste, parce qu'elle peut avoir d'autres idées. Et donc, on impose de la capitale une politique sur tous les territoires. Et tous les représentants de l'État au sein de ces territoires doivent obéir à l'œil à leur ministre. Mais au fur et à mesure qu'on acquiert de la confiance les uns des autres, la population a la confiance de l'État et l'État a la confiance des individus. On commence à réclamer, à dire que se référer à la capitale pour tous les problèmes, tous les détails, ça fait désordre. Quelquefois, c'est-à-dire pour avoir un papier, si tout le monde doit aller à la capitale, vous allez avoir les ministères, c'est-à-dire le matin, lundi matin à 8 heures, vous avez des queues incroyables devant chaque ministère, devant chaque administration. Des gens qui viennent de tous les pays pour avoir ce papier ou un autre papier, ou pour avoir un tampon ou une autorisation. C'est pas possible. Ça dure comme ça. Et donc, on a développé un concept intermédiaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle la déconcentration. Donc, la centralisation, c'est le système centralisé des ministres, le gouvernement, ils agissent au niveau national, ils établissent, comme on a dit, c'est-à-dire la mise en œuvre des lois votées par le Parlement, la politique du gouvernement, mais on ne peut pas veiller à l'exécution en détail dans chaque région, dans chaque petit patelin. Alors qu'est-ce qu'on a développé? La déconcentration, c'est-à-dire qu'au niveau des régions, au niveau des provinces, en France on dit des départements, et au niveau des villes, chaque ministre il a des représentants qui ont une délégation d'agir en son nom, c'est-à-dire qu'ils adaptent les directives, la politique du ministère, du gouvernement, chacun à sa situation, à son territoire. Et donc, au niveau d'un délégué, au niveau de la région, il a une compétence générale au niveau de la région. Il ne peut pas intervenir sur notre région. Il travaille avec qui? Avec des délégués au niveau des provinces qui constituent la région. Et chaque délégué au niveau de sa province, il va essayer de mettre en œuvre la politique du ministère déterminée, limitée et précisée par le délégué régional au niveau de sa province. Et après, dans chaque commune, un délégué, le délégué, il va, dans le respect de ce qu'a fait le délégué provincial et le délégué régional, dans le respect de ce qu'ils ont fait, dans le respect du ministère, de leur ministre, il va le mettre en œuvre au niveau de la ville. Il va l'adapter. Et ainsi de suite. Le ministre, par exemple, se désengage de tous les détails de la mise en œuvre. Il énonce les principes et après, chacun, il a l'autonomie d'agir. Mais il reste sous le pouvoir hiérarchique de son ministre. Comme on le verra, c'est le lien qui tisse les relations entre et qui marque de son empreinte les relations au sein de l'administration, de la fonction publique. C'est le pouvoir hiérarchique. C'est-à-dire que chaque fois qu'un chef donne un ordre, un responsable donne un ordre, les subordonnés doivent suivre. Et dans cette chaîne, le ministre, le délégué régional, le délégué provincial, le délégué au niveau de la commune locale, la hiérarchie et le pouvoir hiérarchique viennent du ministre et le responsable régional, le responsable provincial. Donc, tout ce joli monde, chacun doit obéir aux ordres de son supérieur, et ainsi de suite.
ça remonte jusqu'au ministre et ça va du ministre, ça descend jusqu'en bas. C'est le lien le plus important. C'est le lien qui fait l'administration et le fonctionnement de l'administration. Donc l'administration centrale, dont en général le premier noyau à ce niveau est une instance, c'est le Conseil des ministres, dont les réunions sont présidées au Maroc par le roi, ailleurs par le président. Mais parallèlement aux chambres des représentants, ce conseil définit les orientations de politique générale du pays. C'est-à-dire que dans le Conseil des ministres, il n'y a rien pratiquement qui relève des droits administratifs. Parce que c'est une instance politique. On discute des projets, mais on ne définit rien de précis. Et quand on définit quelque chose, quand on signe quelque chose, c'est qu'elle a été discutée et établie au Conseil des gouvernements. C'est là où commence le droit administratif. Il y a un Conseil des ministres, le Conseil des gouvernements. Le Conseil des ministres au Maroc, il est présidé par le roi, ailleurs par le président. Et on parle de politique générale. Et ce qu'il doit être finalisé au sein des ministres, des conseils des ministres, il a été préparé et mis, c'est-à-dire en phase finale, dans le conseil du gouvernement. Et c'est là la responsabilité, ce n'est pas au conseil des ministres. Quand on va attaquer quelque chose devant la justice administrative, c'est le conseil du gouvernement qui est mis en cause. Parce que c'est lui qui propose et définit toutes les décisions prises au Conseil des ministres. De ce fait, le Conseil des ministres échappe au contrôle parce que, comme je l'ai dit, il finalise ce qui est préparé au Conseil du gouvernement, ou propose des choses pour en discuter avec le roi ou le président, et après, on va les finaliser au Conseil du gouvernement. Donc, dans les deux cas, le Conseil du gouvernement, c'est lui la plaque tournante. Soit il donne des projets, soit il finalise les projets venus du Conseil des ministres. Et donc c'est lui qui assure la responsabilité, qui assume la responsabilité de ces actes. Donc le premier, c'est le Conseil des ministres, mais celui-là échappe au droit administratif. À sa suite, une autre instance qui prend le relais, c'est le Conseil du gouvernement qui se situe juste après dans la hiérarchie. Le Conseil des ministres et le Conseil du gouvernement. L'autre, il est politique. C'est le pouvoir du Conseil du gouvernement. C'est lui qui assume le rôle du pouvoir exécutif. Et c'est lui donc qui doit répondre de tout ce qui se rapporte au droit administratif. Puisqu'il exécute justement la politique décidée auparavant et la met en œuvre en pratique. Présidé par le chef de l'administration, à savoir le chef du gouvernement, il regroupe tous les membres du gouvernement et leurs adjoints. Le relais suivant est constitué de chaque ministre à part et ses adjoints dans le ministère. Les instruments de travail sont d'abord les décrets qui sont dévolus au chef du gouvernement et les décisions et les arrêtés avec lesquels travaille et le chef du gouvernement et les ministres. Et ça va se reproduire après dans l'anche de toute l'organisation de chaque ministère. C'est-à-dire qu'il y a les directions. Après, il y a les départements, il y a les chefs de service et ainsi de suite, les divisions. Le chef de division, le directeur, le chef de division, le chef de service, et ainsi de suite. Et ça se reproduit au niveau régional et local, au niveau des délégations. Donc le concept dont je parlais tout à l'heure, à savoir qu'on donne l'autonomie aux représentants des ministères, ça s'appelle la déconcentration, Adam Tamarkoz. On donne l'autorité d'agir aux représentants des ministres, au niveau de la région, au niveau de la province. C'est-à-dire qu'ils ne vont rien faire de nouveau, sauf exception. C'est-à-dire quand il y a des problèmes locaux, ils vont trouver des solutions locales. Mais par rapport à la politique générale, par rapport à la politique du gouvernement, ils doivent s'adapter, obéir à ces ordres. Comme je l'ai dit, le lien hiérarchique, le pouvoir hiérarchique, il demeure entre le délégué et celui qui a donné délégation, à savoir son ministre. Et donc, tout ce qu'il met, c'est adapter les principes de la politique du gouvernement. Chacun, il l'adapte à son territoire, sa région, son province et son local.
Et bien sûr, s'il y a des problèmes juste locaux, ou régionaux, ou provinciaux, ben c'est le délégué qui intervient sur place pour solutionner le problème. Mais pour la politique générale, il doit mettre en œuvre et adapter les principes de cette politique à chaque région, parce qu'une région où il n'y a pas de pêche, parce qu'elle n'a pas accès à la mer, ce n'est pas comme une région où il y a la mer, où il y a l'accès à un Tanger a l'accès à la Méditerranée et l'Atlantique. Ce n'est pas comme des régions au sud qui n'ont pas, ou dans l'Atlas, qui n'ont pas d'accès à la mer du tout. Donc, il y a des spécificités. Des zones ou des régions désertiques ou semi-désertiques, ce n'est pas comme des zones où l'agriculture joue un rôle très important, elle nourrit le pays. Donc il y a des problèmes locaux qu'il faudra résoudre de façon locale, en regardant l'intérêt des individus et de la région. Donc la déconcentration, c'est une délégation qu'on donne aux représentants du ministère d'agir, de mettre, d'adapter la politique générale à chacun à son territoire. Et donc le respect de la politique générale. Donc, si la centralisation signifie la concentration du pouvoir de décision à la capitale, la déconcentration veut dire, en conséquence, l'octroi d'une partie de ce pouvoir aux représentants locaux du pouvoir central. J'insiste, les représentants locaux du pouvoir central. Autrement dit, seul le lieu de décision change. Et à propos de ce qui concerne ce lieu géographique uniquement, soit au niveau local, provincial ou régional. Donc le lieu change, mais pas le pouvoir lui-même, l'autorité. De plus, ce qui caractérise donc l'administration et le pouvoir hiérarchique, l'autorité quasiment absolue que dans le droit, au supérieur sur le subordonné, mais dans le cadre du travail et selon la réglementation en vigueur évidemment. C'est-à-dire que le pouvoir hiérarchique, il est absolu, il est inconditionnel. C'est-à-dire qu'on doit lui obéir et on ne peut pas dire, le subordonné ne peut pas dire « Ah, je fais ça si vous faites ça ». Non, il ne pose pas de conditions, il doit s'exécuter. Mais tant que les ordres restent dans le respect de la loi, dans le respect de la compétence de chacun. Un ingénieur qui s'occupe de l'électronique ou des ordinateurs, je ne peux pas, moi, responsable d'une commune ou d'un conseil communal ou provincial, l'envoyer s'occuper de l'agriculture. Non, ce n'est pas son métier, ce n'est pas son travail. Lui dire non, vous devez y aller, c'est moi qui fais des bêtises. Ce n'est pas lui qui dit non. Donc il faut demander à un fonctionnaire d'aller faire son jardin à la maison ou réparer des trucs à la maison, ce n'est pas ça, ce n'est pas son rôle. Il travaille pour la municipalité ou pour la région, il ne travaille pas pour le président de la commune, de la région ou de la commune. Il ne faut pas mélanger. Donc les ordres, ils doivent être dans le cadre établi par le droit. Dans la compétence et la fonction de la personne du subordonné. À ce moment-là, il ne peut pas dire non. Et donc ce lien demeure entre le ministre et les délégués. Sur cette chaîne de délégation, ben, le lien reste, il demeure. Ils ont l'autonomie, mais ils obéissent aux ordres. Et c'est le ministre qui donne la promotion à quelqu'un, qui peut sanctionner quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. C'est lui, il reste leur patron. Comme le délégué régional est le patron des délégués provinciaux et communaux. Donc, cette pouvoir hiérarchique, ça veut dire qu'il peut sanctionner, il peut donner une promotion, il peut agir, c'est-à-dire changer telle personne ou telle personne de situation ou de rôle, c'est son droit, et les autres, ils doivent lui obéir. Donc ça, c'est la décentralisation et ce qui va avec, à savoir la déconcentration. La décentralisation est autre chose qui caractérise l'administration et le droit administratif. Ici, la décentralisation diffère de celui de la déconcentration parce que dans le premier, l'agent bénéficie, dans la déconcentration, l'agent bénéficie d'une certaine autonomie, mais demeure fonctionnaire de l'État, assujetti au pouvoir hiérarchique de son ministre, comme je l'ai expliqué. Alors que dans la décentralisation, il est question d'élus, muntakhaboun, désignés par la population locale pour une durée déterminée. Le but de la décentralisation est d'impliquer les populations dans la gestion
de la chose publique locale, c'est-à-dire la décentralisation faite pour donner à chaque population dans le pays le droit de regard et même d'imposer son point de vue dans la réalisation de ses intérêts au niveau local. Et donc, la décentralisation, ce sont des élus dont les conseils municipaux, les conseils provinciaux et les conseils préfectoraux, les conseils régionaux qui agissent. Donc, il y a une grande différence. La déconcentration, c'est un autre aspect, un développement de la centralisation. La décentralisation, c'est en rupture, ça n'a rien à voir. Le premier, c'est des fonctionnaires, là, c'est des élus. Et le développement de la décentralisation va leur donner, c'est-à-dire ils vont créer même, ils vont avoir leurs propres fonctionnaires, qu'on va appeler les fonctionnaires territoriaux. C'est-à-dire qu'ils sont attachés à la commune, à la région ou à la province qui les a embauchés. Donc la différence entre un fonctionnaire de la fonction publique nationale et le fonctionnaire territorial, c'est que le premier, il peut bouger au niveau national. Il travaille aujourd'hui, par exemple, à Oujda, il peut aller à Agadir ou demander sa mutation à Tanger ou à Ifrane, ou même à Figué, c'est sa liberté. Dans des conditions. C'est-à-dire qu'il y aura de la place, est-ce qu'il y a des disponibilités, ça c'est autre chose. Mais il a le droit de le faire. Le fonctionnaire territorial, lui, il est embauché soit par la commune, soit par le conseil régional, soit par le conseil municipal, provincial. Eh bien, il reste attaché à ce conseil, le conseil qui l'a embauché. Et son chef hiérarchique, ce n'est pas un ministre, ce n'est pas le représentant, le délégué du ministère, c'est le président de la commune, du conseil communal, c'est le président du conseil provincial ou le président du conseil régional qui l'a embauché. C'est lui son chef hiérarchique. Donc les caractéristiques. La décentralisation est organisée sur la base d'élections populaires ou indirectes pour constituer le conseil de commune, entité de base, puis les conseils de préfecture, de province et de région. La liberté des élus locaux est limitée par la loi et les règlements en vigueur, elles qui déterminent les modes d'élection, la constitution des conseils en conséquence, leur mode de fonctionnement, de manière stricte, les modalités de prise de décision, mais en cas de manquement à la loi et au règlement, que se passe-t-il? Si le juge administratif est le seul compétent pour veiller au respect des lois et des règlements en vigueur, en dernier ressort, un concept intermédiaire a été mis en place pour assurer la bonne marche de ces entités et la légalité de leurs actions. Au départ, on avait, c'est-à-dire quand il n'y avait pas trop confiance dans ces instances et les élus, les possibles élus, il y avait la tutelle, c'est-à-dire un contrôle direct sur les élus. Qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ne font pas par le ministère de l'Intérieur, dans tous les États pratiquement, qui adoptent ce système. Plus la confiance se développe, plus on allège la tutelle, on arrive à ce qu'on appelle le contrôle administratif. C'est-à-dire que les représentants du ministère de l'Intérieur, ils ont le regard, l'œil, ils assistent, ils peuvent assister aux réunions, quelquefois ils doivent, c'est-à-dire ils sont toujours informés de ce que font ces conseils. Et ils ne peuvent plus par contre intervenir directement, donner des ordres ou obliger ces conseils à faire quelque chose. Tout ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils peuvent faire maintenant avec le contrôle administratif, c'est que quand ils voient qu'il y a quelque chose qui cloche, quelque chose qui ne va pas, quelque chose d'illégal ou douteuse dans la politique d'un conseil, il formule cette remarque, cette observation auprès du président du conseil. S'il ne la prend pas en considération, seulement ils saisissent le juge administratif pour lui dire tel. Ils ont telle action, tel projet d'action, et on juge qu'il n'est pas tout à fait légal ou tout simplement opportun. C'est-à-dire la différence. Légal, c'est qu'il ne respecte pas, l'illégal, il ne respecte pas les lois. Un opportun, c'est-à-dire que ce n'est pas le moment de prendre cette décision. Ça peut créer des problèmes, et à ce moment-là, c'est le juge qui va décider est-ce que le président, le conseil
en raison, ou est-ce que c'est le Waliki ou le gouverneur, le représentant du ministère de l'Intérieur qui a raison, et c'est lui qui va juger. Quand c'est urgent, il peut donner son jugement dans les 48 heures. Au moins, il bloque la situation jusqu'à ce qu'il voit en détail ce qui se passe. Donc le contrôle administratif est dévolu toujours aux représentants du ministère de l'Intérieur, mais sous une forme plus évoluée. En effet, depuis la Constitution 2011, le Wali et le gouverneur contrôlent la légalité des actes des conseils des entités décentralisées, ce qui veut dire que chaque fois qu'ils constatent quelque chose d'anormal, ils attirent l'attention du ou des présidents concernés pour s'en expliquer. Si les explications ne sont pas convaincantes, ils sont alors en droit de saisir le juge administratif. Donc les collectivités, la décentralisation se base sur, comme je l'ai dit, sur des conseils élus. Donc il y a les conseils de communes à la base, leurs membres sont élus au suffrage direct autant que les conseils régionaux depuis 2015. Les membres des conseils suivants sont élus au suffrage indirect, c'est-à-dire que c'est les conseillers des communes qui élisent les conseils de province. Le conseil de province, donc caractérisé par un aspect rural, c'est des groupes caractérisés par un aspect rural. Donc il y a des villes, mais il y a aussi de la campagne avec. Il regroupe les représentants des conseils des collectivités qui composent cette province. Et après viennent les conseils de préfecture qui ont une représentation à dominante urbaine. Donc quand une partie d'une ville, une grande ville comme Casa, elle est divisée en plusieurs préfectures, Amalat, mais ils n'ont pas un prolongement rural. Quand il y a un prolongement rural, plusieurs préfectures avec un prolongement rural, on appelle ça une province. Iqlim, quand elle est liée, limitée à un domaine urbain, on dit que c'est une préfecture Amala. Donc la région, la province, la préfecture et la commune interviennent pratiquement sur tous les domaines. C'est-à-dire maintenant, ils ont une compétence générale. Le développement économique, la santé, l'hygiène, l'enseignement et la culture, le sport. Ce qui change, c'est le domaine d'intervention territoriale au sens géographique, d'où le besoin vital de communication effective. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de redondance. Tout le monde, la commune, au niveau de la commune, le conseil au niveau de la commune, pardon, le conseil provincial et le conseil régional, le conseil de préfecture, agissent tous sur le développement économique, la santé, l'hygiène, l'enseignement et la culture et le sport, tout ce qui se rapporte à la vie et à l'intérêt général d'une population. Donc il y a trop d'intervenants. Et ça, cette redondance, elle peut être bénéfique si la communication est meilleure. C'est-à-dire si on a des gens rationnels en face de nous, la communication se développe. Et donc on est dans une démocratisation réelle. Si on a des gens bornés, quand on a des gens bornés dans ces instances, et qu'on commence à se chamailler, qui fait quoi, qu'est-ce qui est ton domaine, qu'est-ce qui est mon domaine, et moi je ne pense pas que vous, juste pour vous embêter, ou pour prendre des arrière-pensées partisanes, c'est-à-dire que je dis tel président, il est de parti adverse, et si je l'aide à exécuter cette politique, je vais travailler pour son parti, alors que je dois saboter son projet pour faire valoir mon parti, ben, on tombe dans la pérésilie. C'est-à-dire que cette décentralisation avancée, c'est un couteau, une épée à double tranchant. Un élément de démocratisation réelle avec des intervenants utiles ou une multitude d'obstacles onéreux, c'est-à-dire qu'il y a trop de monde, trop d'élus, et pas assez de fruits, pas assez de politique réelle et de développement. Parce que les élus se chamaillent entre eux au lieu de travailler en commun accord. C'est tout l'enjeu de la décentralisation. Après, il y a ce qu'on peut voir rapidement, pour finir ce chapitre, c'est les moyens de l'action administrative.
L'administration, donc on a vu l'organisation, maintenant on peut parler un petit peu de des moyens d'action de l'administration. Comment elle travaille. Les moyens de l'action administrative pour agir sur un... Elle a des moyens pour agir sur son environnement. Et ils sont de trois sortes. D'habitude, on les répartit en deux. Là, je vous donne les trois. Je les mets en trois pour faire plus simple. Donc, le premier élément, le premier moyen de travail de l'administration, c'est les circulaires et notes de service. Vous avez dans toute notre administration, vous avez des circulaires qui déterminent, c'est-à-dire le fonctionnement normal de l'administration. Et les notes de service. Les notes de service peuvent se rapporter au rôle des individus, des fonctionnaires. Celui-là, il fait celui-là, celui-là, il fait cela. Il faut demander telle chose ou telle chose à tel domaine, pour les administrés ou pour les individus, pour les entreprises et ainsi de suite. Ça, c'est le train-train qui ne change pas l'administration, qui ne change pas l'environnement le plus important, c'est-à-dire le plus important ne change pas l'environnement de l'administration. Il ne change pas les situations juridiques des individus. Les circulaires de service, quelquefois ça arrive, mais c'est une exception dont on fait l'économie aujourd'hui. Donc, les éléments circulaires, les notes de service, c'est le train-train quotidien de l'administration, le fonctionnement normal de l'administration. Ils n'ont d'importance que pour les fonctionnaires, parce que ça les concerne. C'est tout. Deuxième élément, il est le plus important, c'est les actes administratifs. Autrement dit, tout ce que fait l'administration pour gérer son monde à l'intérieur de l'administration, la fonction publique, et ses relations avec les administrés, qu'ils soient des personnes morales ou des personnes physiques. Les décisions et les arrêtés, les décrets qui changent les situations. Une personne passe d'une situation à une autre, ou les dégrader d'une situation à une situation inférieure, augmenter une taxe, autoriser une construction, refuser une construction, tout ça, ce sont des actes parce qu'elles changent l'environnement autour des individus concernés. Et du moment qu'elles changent les situations juridiques, ce sont des actes. Et l'importance, elle est que l'élaboration, l'édiction des actes, elle est soigneusement entourée par le droit administratif. Il établit les règles des actes, les règles précises pour l'édiction, la publication, le développement de ces actes administratifs. Ils doivent respecter une certaine forme, ils doivent respecter une certaine procédure, ils doivent respecter certains délais, ils doivent être portés à la connaissance des individus avant d'être mis en exécution. Et tout ça, c'est très détaillé dans le droit administratif. Et tout manquement peut faire annuler l'acte administratif par le juge. Certaines fautes ou erreurs, manquements, vices peuvent annuler la décision et quelquefois la procédure apporte des garanties aux individus. Et donc quand il y a un vice de procédure, ce qu'on appelle un vice de procédure, c'est-à-dire que ces garanties n'ont pas été respectées par l'administration dans la prise de décision, ben, le juge peut demander à l'administration de reformuler sa décision dans le respect de la procédure. Par exemple, sanctionner un fonctionnaire, le chef, il le fait, quand c'est une sanction importante, il ne le fait pas de lui-même, il doit demander conseil, il doit consulter d'autres instances. Et de ce fait, s'il ne le fait pas, le juge lui demande de consulter. Et c'est seulement, c'est-à-dire s'il consulte et s'il a l'accord de ces instances et la décision prise, le juge il peut statuer est-ce qu'elle est légale ou pas légale. Mais tant qu'elle n'a pas respecté la procédure, le juge il ne l'accepte pas et elle ne peut pas avoir d'effet jusqu'à ce qu'on la reformule, que ça concerne la forme, ou qu'on regarde, on refait la procédure en bonne et due forme. Donc le vice de forme ou le vice de procédure n'annule pas la décision. Mais le juge, il bloque la décision. Et le juge peut demander de refaire la procédure ou la forme. Mais quand il y a faute grave au niveau de la loi, au niveau du droit, à l'intérieur de la décision, il annule.
Donc c'est une fois qu'on a respecté par principe la forme et la procédure, le juge peut statuer sur le contenu de la décision. Donc les actes administratifs, ils sont plus importants que les notes de service et les circulaires parce qu'elles touchent les situations des individus, les situations individuelles ou de groupes d'individus. Et donc elle peut les changer soit en mieux, soit en mal, et c'est pour ça que c'est important. Donc c'est une catégorie qui fait évoluer l'administration et son environnement. Évoluer l'administration parce que c'est les promotions, la carrière des fonctionnaires. Et l'environnement de l'administration, c'est-à-dire qu'elle agit sur son monde alentour. Et quelquefois les deux, parce qu'en agissant sur le monde alentour, il a des retombées sur l'administration, donc qui évolue aussi en conséquence. Et donc, c'est ça l'importance de l'acte administratif. Les statuts changent aussi les statuts des individus ou les groupes d'individus, les situations juridiques des partenaires de l'administration et des administrés en général, parce qu'elles confèrent soit de nouveaux droits, soit imposent de nouvelles obligations. Et la loi protège les individus, qu'ils soient au sein de l'administration ou en dehors de l'administration. Donc c'est l'importance des actes. Les contrats aussi, c'est-à-dire il y a le moyen, donc la note de service et la circulaire, c'est le moyen de fonctionnement ordinaire de l'administration. C'est le train-train, c'est-à-dire que ça pose rarement des problèmes. L'acte administratif, oui, les décisions, les règlements, les arrêtés, elles, peuvent poser problème. Et donc ça, sont bien entourés, bien encadrés par le droit administratif. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième, c'est les contrats. Et ça concerne les juristes, les économistes, pardon. Il y a une différence, c'est-à-dire, vous avez les contrats de droit commun, où il y a égalité entre les individus, et donc vous assumez la responsabilité. Vous avez négocié, discuté, négocié le contrat, vous l'avez signé, vous en assumez la responsabilité. Le contrat administratif, il a une spécificité, c'est que l'administration impose son point de vue. Ce qui n'est pas le cas dans le contrat de droit commun, c'est-à-dire dans le droit civil, on discute, on négocie. Dans le contrat administratif, l'administration peut imposer son point de vue. Et vous pouvez signer un contrat avec l'administration, contrat administratif, et le faire signer, vous et l'administration au bout d'un moment, elle peut dire, je vais changer les termes du contrat. Et elle a le droit, parce que ça ne se passe pas comme ça dans le droit privé. Elle a le droit de changer les termes du contrat. Elle a le droit de résilier le contrat de son propre chef. Et donc là aussi, le droit administratif intervient pour protéger les individus et l'administration, parce que c'est l'intérêt général qui est en jeu. Donc, il y a des règles spécifiques qui permettent à l'administration d'agir, soit pour modifier les contrats, déjà pour signer les contrats, et après pour modifier le contenu des contrats, et le cas échéant, résilier les contrats. Et donc, l'administration peut signer des contrats avec des tiers, comme tous et chacun, sans faire valoir un privilège quelconque. C'est-à-dire, si l'administration n'agit pas en tant que représentante de l'intérêt général, elle peut signer des contrats de droit commun. C'est-à-dire, elle est en égalité avec les individus. Elle n'a pas le droit, elle ne peut rien imposer aux individus. Elle doit négocier, comme tout et chacun, comme tout et chaque individu. Donc, là, ce sont des contrats qui échappent au droit administratif. Ce sont des contrats de droit commun. Par contre, quand elle impose sa volonté, ou quand elle dit « je peux », dans le contrat, elle dit « j'ai le droit, je peux changer les termes du contrat », on est dans un contrat administratif. Parce que dans le droit commun, on ne peut pas dire « j'ai le droit de changer le contrat ». Non. On peut dire à la rigueur, il est possible, au cas de changement des éléments qu'on a pris en considération, de renégocier le contrat. On ne peut pas dire « je change le contrat ». Il faut avoir l'aval du co-contractant. Donc, elle agit en tant que détentrice de la puissance publique, à ce moment-là, c'est l'administration et le contrat administratif. Mais si l'administration s'engage dans un contrat en se référant à son statut, donc, et impose sa volonté parce qu'elle agit, elle représente l'intérêt général, à ce moment-là, on est dans un contrat administratif. Et donc, il faut respecter les règles de droit des contrats administratifs. Et des contrats administratifs, ils sont de deux sortes. Ceux qualifiés comme tels par la loi,
les contrats portant sur l'exécution et l'entretien des grands travaux publics. Puis il y a ceux qui sont qualifiés par le juge, autrement dit par la jurisprudence. Donc il y a deux sortes de contrats administratifs. Ceux définis par la loi parce qu'ils touchent les travaux publics. Et ceux définis par la jurisprudence, et ceux-là, ils ont trois critères qu'il faut prendre en considération. Le premier, il faut que l'administration, ça va de soi, en fasse partie. Deux individus, deux particuliers ne peuvent pas prétendre faire signer un contrat administratif. Il faut que l'administration soit partie du contrat. L'objet du contrat lui-même doit porter sur un service public, pas autre chose. S'il ne touche pas le service public, il ne peut y être un contrat administratif. On a dit l'administration peut signer des contrats qui n'ont rien à voir avec l'intérêt général et le service public, et de ce fait, ce sont des contrats de droit privé. Mais si le contrat d'administration est là et qu'il y a service public, ça touche un service public, l'intérêt général, c'est un contrat administratif à condition qu'il y ait le troisième élément, à savoir que le contrat comporte des clauses bonoud, des clauses exorbitantes du droit privé. C'est-à-dire que dans le contrat, il est spécifié que l'administration peut changer les termes du contrat à tout moment. Il est spécifié que l'administration peut résilier le contrat de son propre chef si les éléments changent ou quelque chose change dans l'environnement du contrat. Ben, on est dans un contrat administratif. Dans la jurisprudence française, on réclame deux de ces trois éléments. D'abord, l'administration en fait partie, et après, soit que l'objet porte sur l'exécution d'un service public, soit qu'il y a une clause exorbitante. Autrement dit, des éléments qui ne respectent pas la légalité entre les co-contractants, les gens qui ont signé le contrat. Que l'un s'impose à l'autre. Et donc c'est l'administration qui impose sa volonté. C'est ça les clauses exorbitantes de droit commun. Donc dans la jurisprudence française, on réclame deux. Le premier, l'administration en fait partie, et soit le deux, soit le trois. Dans la jurisprudence marocaine, quelquefois on est parti. Le juge est parti à réclamer les deux seulement pour dire qu'un contrat est administratif, et quelquefois il réclame les trois ensemble pour juger, déterminer ou dire qu'un contrat est administratif. C'est bon à savoir pour les économistes. Et sur ce, je vous souhaite bon courage pour le droit public. On passera bientôt au droit privé, Inch'Allah, si le cœur vous indique. Merci de votre attention et à la prochaine.